Caloz, qu'est-ce que tu as à dire sur le score, notamment du Front National? Alors, bonsoir d'abord. J'aimerais bien me présenter plus que vous l'avez fait pour qu'on comprenne bien de quel point de vue je pars. Donc Caloz, elle a parlé de mon mouvement collectif Ozar, qui est un collectif panafricain. Donc Ozar, c'est un anagramme, ça veut dire collectif des associations unies et solidaires pour l'Afrique et sa renaissance. C'est très important parce que nous sommes des militants pour la libération de l'Afrique, parce que de notre point de vue, il n'y aura de paix dans le monde que quand l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, retrouvera sa liberté. Et dans cet ordre d'idée, justement, on se bat contre la France-Afrique. Et ça me permet d'embrayer sur justement l'élection et répondre à votre question. En général, dans mon milieu, on ne s'intéresse pas beaucoup aux élections françaises. Parce que, bon voilà, tout le monde est braqué sur l'Afrique, donc on regarde ça vraiment avec beaucoup de distance. N'empêche que cette élection de cette année, bizarrement, sur tous les sites africains, tout le monde parlait des élections présidentielles françaises de 2017. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Et par exemple, vous avez parlé de l'abstention tout à l'heure. Je pense que, comme disait Dizar tout à l'heure, en fait, l'abstention résulte du fait que le vote blanc n'est pas pris en compte, justement. Et quand on analyse tout ce qui se passe en ce moment dans toutes les élections occidentales, que ce soit en Angleterre avec le Brexit, aux États-Unis avec Trump, on sent bien que face à l'effondrement du système capitaliste occidental, les populations de ces pays sont plongées dans une sorte d'angoisse existentielle qui fait qu'il y a une crise vis-à-vis de leurs élites politiques. Et comme il n'y a pas de ressort pour exprimer cette frustration, par exemple, il n'y a pas le vote blanc. S'il y avait le vote blanc, je pense que cette frustration s'exprimerait énormément dans le vote blanc. Mais comme les gens savent que le vote blanc n'est pas pris en compte, donc il y a un découragement qui fait que voilà, la seule posture qu'ils trouvent à dire, c'est je vais à la pêche. Voilà. Et par rapport à Marine Le Pen, déjà, je ne suis pas surpris de sa présence au second tour, puisque les sondages ont, depuis plusieurs mois, annoncé sa présence au second tour, donc ce n'est pas une surprise. Je suis un peu surpris par rapport à Macron, parce que je pensais réellement que ça allait se voir que Macron est une bulle médiatique et qu'elle allait exploser dans l'isoloir. Moi, vraiment, je le pensais. Et je suis vraiment surpris de sa présence. En fait, ça laisse à penser que le pouvoir médiatique est beaucoup plus fort qu'on l'imaginait, en fait. Et bon. Est-ce qu'il y a une configuration que vous espériez plus qu'une autre? J'avais pas d'espoir. Comme je vous dis, ces élections, on les regarde avec beaucoup de distance. Parce que, contrairement aux Français, nous qui sommes... Moi, je suis africain, d'accord? Même si je vis ici, je me définis comme un Africain. En réalité, je n'ai pas la nationalité française, donc ça ne me pose aucun problème de schizophrénie, donc je suis vraiment africain. Et ce qui compte pour nous, c'est que les hommes politiques français, en fait, on les connaît mieux que vous. Parce que ici, ils jouent la scène de théâtre gauche-droite quand il y a des séances d'élection, mais quand ils viennent dans nos pays, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a que la raison d'État. Et tout ce qu'ils font... Merci. Et tout ce qu'ils font dans nos pays, je vous assure que si les Français connaissaient ne serait-ce que le 10e de ce qu'ils font dans nos pays, ils seraient tous en train de vomir. Bon, bref. Et nous, ce qui nous frustre, c'est que les hommes politiques français, il y a un consensus dans les hommes politiques français, que ça, de l'extrême droite à l'extrême gauche, pour que le sujet de la France-Afrique ne débarque jamais dans les élections françaises. Pourtant, l'Afrique, c'est la base économique de la France. Je suis désolé de le dire, même si c'est vrai que c'est une... Non, mais parce que c'est à chaque fois qu'on le dit... Merci. Parce qu'à chaque fois qu'on le dit, les gens nous écoutent comme si c'était une exagération. Je vous rappelle que le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Et je ne sais pas si Areva a perdu la tête. En tout cas, ça se joue entre Bolloré, Areva, etc. Et regardez où ils font
une bonne partie de leur chiffre d'affaires. C'est en Afrique. Sans l'Afrique, ces sociétés ne sont rien. Donc c'est quand même étonnant qu'à chaque fois qu'un pays s'interroge sur son avenir lors des élections, ne pense jamais à parler de son poumon économique. Parce que sans l'Afrique, la France et la Roumanie, je peux vous le dire. Donc ça nous frustre. Ça nous frustre énormément. Mais bon, j'ai quand même regardé, malgré tout ça, j'ai quand même regardé ces élections. Et pour répondre, parce que je ne vais pas esquiver vos questions, j'ai regardé avec beaucoup de distance, mais avec beaucoup d'intérêt aussi. Parce que on n'avait jamais vu une telle élection en France. C'était du jamais vu chaque jour. Il y avait un rebondissement tous les jours, donc c'était pratiquement comme une série télé en fait. Donc j'ai regardé et effectivement, il n'y a aucun candidat qui représente, pour la raison que je viens vous le dire, la raison d'État. Donc on ne va jamais parler de ce qui va mettre à mal les intérêts français outre-mer. Mais bon, quand même, en écoutant plusieurs candidats, j'ai quand même noté certaines choses qui moi, m'ont parlé. Par exemple, je sais que beaucoup de gens n'en parlent pas en bien de ce candidat, en tout cas ici. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de... je mets de côté le fait que c'est des paroles électoralistes. Pendant les élections, on fait rêver, on peut promettre bons et merveilles. Mais en considérant ces promesses, quand il s'inscrit, je crois que l'une de ses mesures phares, outre la 6e République, c'est le changement de modèle économique de la France. C'est-à-dire que lui, s'il était élu, il voulait remettre la France sur un autre modèle économique et enlever de la dépendance au pétrole. Moi, le panafricain, ça me parle. Je sais qu'il ne fait pas ça pour moi, mais je peux le lire différemment. Je me dis, si vraiment sa proposition, s'il est élu et qu'il arrive à faire ça, ça veut dire que la France ne dépend plus du pétrole. Le pétrole qui est notre malheur. D'accord? C'est à cause de ce pétrole sur lequel on est assis qu'on nous envoie des bombes, qu'on met des dictateurs, qu'on crée des milices, etc. Donc, si cette proposition était vraiment effective, moi je trouverais ça positif pour le panafricain que je suis. Il y avait aussi une deuxième mesure qu'il avait dans son programme que j'ai lu. J'ai lu tous les programmes. C'était l'inscription des dom-tom dans l'ALBA, l'association, on va dire, une sorte de coalition de plusieurs pays en Amérique latine, avec voilà, des programmes économiques, etc. Comme depuis qu'il y a des problèmes en Guadeloupe, en 2009, il y a eu des problèmes en Guadeloupe. Vous avez vu le mépris avec lequel l'État français a traité cette crise. Je pense que tout le monde l'a vu. Et ce que les gens n'ont pas vu, c'est après que les caméras se soient retirées de la Guadeloupe, la répression dont a fait face le LKP, c'est tout simplement inimaginable. Pourtant, c'est la France. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guyane, le mépris avec lequel l'État français est en train de traiter cette crise. Donc, quand Mélenchon propose d'inscrire ces départements d'outre-mer dans une coalition locale, on va dire, voilà, des îles et des puissances régionales, pour moi, ça s'inscrit exactement dans la proposition qu'un de nos leaders qui s'appelle Anténor Firmin, qui avait écrit une constitution de la Fédération des Caraïbes. Donc pour moi, ça avait du sens, ça fait sens. Après, bon, il a d'autres parties de son programme où je n'étais pas du tout d'accord. Voilà, il y a Macron, par exemple, quand Macron a fait l'erreur, pourtant Macron, je suis complètement d'accord avec madame, désolé d'être long, je suis complètement d'accord avec l'analyse qu'elle a faite de Macron. De Nassira, donc. Voilà, mais quand Macron a fait sa boulette sur la colonisation, parce que pour lui c'était une boulette, d'accord, je pense qu'il a fait un truc, il n'a pas réfléchi à ce qu'il était en train de faire. La preuve, c'est que quelques temps auparavant, il avait dit que... Il y a deux façons d'analyser cette boulette, parce que pour certains, au contraire, c'était quelque chose de tout à fait stratégique. Hein. Bah, juste quelques temps avant, il avait dit la colonisation a des côtés positifs, vous voyez. Et juste après avoir fait cette boulette en Algérie, s'est excusé, il a commencé à bégayer. On voit bien que c'était... Je doute fort que ça soit vraiment préparé. Ça ressemble à une boulette. Et après, il s'est rendu compte et il a commencé à bug-dancer. Mais bon, moi, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, cet idiot, il se rend pas compte, mais il est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce qu'il est en train il a failli faire en sorte que le sujet de la colonisation rentre dans la présidentielle française.
Mais les Français sont pas, les hommes politiques français sont pas bêtes. On a tout de suite éteint l'incendie et puis on est retourné aux affaires courantes. Donc voilà.